est élu avec 52% selon l'estimation TNS. Et nous allons tout de suite rejoindre Frédéric Agnès qui se trouve au Solferino où nous à son compte. Frédéric. Mais écoutez, l'image se passe presque de commentaires. Vous le voyez, c'est une explosion de joie, des hurlements dans cette rue de Solferino. À Angers, Christophe Béchu, à droite de l'image, vient de mettre fin à 37 ans de mariage avec la gauche. Frédéric Beats, le maire socialiste sortant, tend le micro comme un passage de témoin. C'est l'une des images fortes de la soirée. Je tiens à féliciter très sincèrement le futur maire d'Angers, Christophe Béchu, et je lui donne maintenant la parole. À Limoges, le séisme est encore plus spectaculaire. La gauche était au pouvoir depuis 1912, depuis plus d'un siècle. Il y a une interrogation, une grande de sécurité, le fait de ne plus faire confiance aux politiques. Le symbole de la Champagne-Ardenne, la forte abstention et la montée du Front National ont eu raison de la maire socialiste au profit du député UMP Arnaud Robinet. Bien sûr de la tristesse et beaucoup de gravité parce que c'est une autre phase politique qui s'ouvre. Et puis il y a Toulouse, c'est la plus grosse conquête de la droite, quatrième dirigée depuis 6 ans par le Parti socialiste. Ça a marqué un tournant dans l'esprit des Toulousains. La démobilisation de la gauche, de l'électorat de gauche, va réellement changer les choses. Belfort, Tours, Bobigny, Quimper, la liste est encore longue. En tout, le Parti socialiste a perdu 155 villes de plus de 9000 habitants. Il est 20h, tout de suite notre toute première estimation TNS Sofres Sopra. Vous la découvrez, le Front National aurait recueilli 25,4% des suffrages. Il devance l'UMP avec 21% des voix et le Parti Socialiste avec 14,5% des voix. Une véritable vague bleue qui a déferlé aujourd'hui sur la France. Une trentaine de départements tombent ce soir dans l'escarcelle de la droite, en plus des 40 départements déjà aux mains de l'UMP. Parmi ces départements récemment conquis, des traits symboliques, à commencer par l'Allier, qui était l'un des deux communes. On peut également citer le Vaucluse, le Front pourtant bien conquérir, également les Bouches-du-Rhône qui étaient à gauche depuis 1953, ou encore la Corrèze, le fief de François Hollande, et l'Essonne qui était la terre d'élection de Manuel Valls. Alors effectivement, Valérie Pécresse serait la de région Île-de-France. Ont exprimé un choix politique, il faut le respecter. Maintenant, le combat, il se fera politiquement dans l'hémicycle régional. Et j'espère que la future présidente aura la hauteur qu'a eu pendant 17 ans Jean Polichon pour travailler effectivement pour tous. À celles et ceux qui ont choisi de faire barrage à l'extrême droite, mais aussi à celles et ceux qui n'ont pas voté, car ils n'y croient plus, nous devons apporter la preuve que la politique ne reprend pas comme avant. Montrer que nous sommes capables, en particulier à gauche, de redonner envie de voter pour, plutôt que de voter uniquement contre. Alors, une seule ligne de conduite pour rassembler les Français, la République. La République qui protège, garantit la sécurité de tous, qui se montre intraitable face à la menace terroriste, au djihadisme, à l'islamisme radical, et qui affirme la laïcité comme socle commun, un socle qu'on ne peut pas remettre en cause. Bonsoir Frédéric Savicki. Bonsoir Mathieu. Cette vidéo-là qu'on vient de voir, elle est assez intéressante. En fait, elle montre que le PS n'a pas cessé de perdre des élections nationales depuis son arrivée au pouvoir en 2012 et aussi d'ailleurs un certain nombre d'élections locales, notamment des élections législatives. Question simple, basique, qu'est-ce qui reste du Parti socialiste aujourd'hui? Quand on voit les cartes électorales des élections successives, on voit un PS en fait un peu replié dans les grandes villes, mais qui a disparu aussi de parties entières du territoire. Oui, alors pour donner quand même un chiffre qui symbolise quand même notamment la défaite la plus importante selon moi, c'est l'élection municipale. Ouais. L'élection municipale donc, de 2014, le Parti socialiste a perdu 162 communes de plus de 9000 habitants. C'était un tiers des communes qu'il contrôlait. Alors, on pourrait dire qu'il en reste toujours 2 tiers, il reste toujours à peu près 300 et quelques communes de plus de 9000 habitants. Donc il y a toujours une base locale qui est là, avec des maires, avec des conseillers municipaux. Mais
Comme il a perdu aussi à peu près la moitié de ses départements et la moitié de ses régions, c'est vrai que ce qui constituait la particularité du Parti socialiste, qu'il avait renforcé, on pourrait dire, depuis 2002 jusqu'à 2012, c'est-à-dire de devenir un parti avec une implantation locale très forte. Il avait gagné quasiment toutes les élections, régionales, départementales, municipales entre cette période. C'est brutalement, effectivement, non pas effondré, mais a été fortement ébranlé. Bon, alors ça a eu tout un certain nombre de conséquences, y compris financières d'ailleurs, sur la capacité, évidemment, du parti à pouvoir mener un travail politique de base. Ça a eu aussi des conséquences militantes très importantes parce que les municipalités, les régions, les départements, c'est des emplois, mais c'est aussi évidemment des militants qui participent activement à la vie de la cité. Et donc, ça n'est pas le seul élément, évidemment, la politique nationale y est pour beaucoup, on y reviendra, mais tout ça a accéléré l'étiolement du parti qui aujourd'hui a probablement perdu pas loin de la moitié de ses membres, de ses adhérents par rapport à avant 2012. On était autour de entre 120 et 130 000 avant l'élection présidentielle et on est probablement autour de 65 000 aujourd'hui. Donc ça, c'est très lourd évidemment de conséquences, notamment aussi sur la capacité que ce parti a aujourd'hui de relayer la parole politique gouvernementale, de convaincre, de faire un travail de propagande, de conviction, qui est aussi celui que doit faire un parti politique. Oui, surtout quand au sein des sections, j'imagine que le débat qu'on a eu tout à l'heure avec plein de gens qui représentaient à peu près toutes les plusieurs constellations du Parti socialiste, il a lieu aussi, et du coup, c'est aussi, après 5 ans comme ça de quinquennat, c'est assez difficile d'entraîner tout le monde, probablement. Oui, alors il a lieu et quelque part aussi, il a pas lieu parce que beaucoup des gens qui étaient le plus en position de contester finalement l'évolution politique sont partis ou ne fréquentent plus les réunions de section. Donc il y a aussi probablement aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs sur le dernier congrès du Parti socialiste, bon, il y a un tiers de gens qui ont soutenu une motion qui était une motion évidemment critique, mais c'est pas plus que lors du congrès qui a eu lieu en 2012. Donc on peut pas dire que l'opposition se soit renforcée en interne et on peut dire qu'une certaine façon le Parti socialiste aussi en termes de lieu de débat c'est quand même dévitalisé aussi parce que le gouvernement et le président ont très très peu finalement associé le Parti socialiste à la prise de décision et à l'action gouvernementale. C'est une attrition quoi plutôt. Probablement, oui, on pourrait trouver ce terme. Alors vous avez amené plein de graphiques ce soir et ça c'est super, notamment basé sur, on va quand même faire un petit peu de méthodologie sur l'enquête Cevipof. Donc c'est pas un sondage fait sur un tout petit panel de personnes, c'est un panel de, je crois, 28 000 Français au total, interrogés très régulièrement, hein, et donc on peut suivre les mêmes électeurs pendant de longs mois. Donc ça, c'est un outil tout à fait intéressant. Et bien sûr, évidemment, ce qu'on constate dans cette étude, c'est l'impopularité du président de la République, quasiment au moment en fait, où il arrive à l'Élysée, et ça ne cesse de continuer depuis. Alors, quand on regarde les sondages, on va dire classiques que font les instituts pour la presse, qui demandent si les électeurs sont favorables, très favorables, défavorables pour tel ou tel homme politique, et en particulier le président et le Premier ministre, on constate que d'abord, François Hollande a atteint très vite, hein, dès début 2013, une cote de popularité inférieure à celle de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy au même moment du mandat. Et aujourd'hui, mais en fait ça remonte à il y a plus d'1 an et demi, il atteint des niveaux d'impopularité qui sont 2 fois supérieurs au niveau d'impopularité le plus bas atteint par Nicolas Sarkozy en 2011-2012. Donc, montrez-nous vos petits dessins. Là. Alors, le Cevipof a introduit une nouvelle manière de tester en quelque sorte, non pas la popularité, on pourrait dire, d'un dirigeant politique, mais il a demandé de noter finalement l'action gouvernementale du président de la République, hein, comme à l'école, quoi, de 1 à 10. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les différentes colonnes représentent la même question posée à des moments différents depuis la fin de l'année dernière. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui mettent la note de 1, on le voit ici, c'est à peu près 35% des électeurs qui jugent que vraiment le bilan est catastrophique. C'est la plus mauvaise note. La plus mauvaise note. Alors, la note moyenne au total, c'est 3,2.
Ouais. Et l'essentiel, si vous voulez, des électeurs met une note inférieure à la moyenne, quoi. Ouais. Alors, quand on regarde en détail par catégorie socio-professionnelle, quels sont les plus mécontents, on s'aperçoit effectivement que le mécontentement est très largement partagé par toutes les catégories d'électeurs, mais qu'il est aussi fortement, on pourrait dire, négatif chez les cadres et professions libérales qui néanmoins se positionnent à gauche que chez les ouvriers ou les employés. C'est-à-dire que le paradoxe, et qu'on retrouve aussi dans l'étude des sondages qui ont été faits, notamment après les élections municipales dont on parlait, européennes, l'élection européenne étant la plus intéressante parce qu'elle est nationale, même s'il y a des circonscriptions, des grandes circonscriptions régionales, mais on vote quand même sur un parti politique, et qui montre effectivement que le décrochage par rapport à 2012, il touche toutes les catégories sociales, et aussi bien en haut qu'en bas. C'est-à-dire que ce qui est quand même un certain paradoxe, parce qu'on peut évidemment considérer que ce président et ce gouvernement ont fait une politique plutôt favorable, on va dire, aux nantis dans un premier temps, aux entreprises, à délaisser un peu le volet social. Mais ça ne fait pas... Ça n'a pas pour autant, effectivement, satisfait ceux qui étaient, on pourrait dire, les moins directement attentifs à ce volet social. Donc, le paradoxe, d'une certaine façon, de cette politique, c'est qu'au fond, tout se passe comme si ce gouvernement n'avait pas joué une partie de son électorat contre une autre, mais qu'il avait perdu sur tous les tableaux. Alors ça, c'est un point effectivement assez important à souligner. Et quand on regarde finalement quel est le noyau fidèle aujourd'hui des gens, parce qu'il y a encore des gens qui se disent prêts à voter pour François Hollande à l'élection présidentielle s'il est candidat en 2017, ou qui votent par exemple aux élections européennes avec 13% de gens à voter pour le Parti socialiste, on s'aperçoit effectivement que le noyau, c'est des retraités, des personnes de plus de 60 ans, et des gens qui sont plutôt membres des classes moyennes, quoi. Alors ça, c'est le noyau dur aujourd'hui finalement de l'électorat socialiste. C'est un électorat vieillissant et plutôt effectivement relativement en tout cas aisé, ou en tout cas épargné par la crise. Mais même quand on regarde en détail, par exemple la catégorie des fonctionnaires ou des enseignants, qui sont on va dire le noyau dur des électeurs socialistes, même eux, et notamment effectivement d'autant plus qu'ils sont pour les fonctionnaires de catégorie C ou B par rapport aux catégories A, non seulement délaissent effectivement, ou sont très critiques, déclarent qu'ils n'ont pas l'intention de revoter socialiste à un taux assez important. Et on voit depuis 2014 une montée du vote Front National parmi ces catégories-là, ou d'intention de vote pour le Front National, ce qui est effectivement un fait nouveau par rapport, disons, à ce quinquennat, par rapport au quinquennat précédent. Mais alors il est où l'électorat du PS là? Parce que là je ne le vois plus vraiment, c'est-à-dire qu'en fait... l'électorat du Parti Socialiste aujourd'hui, en tout cas le noyau le plus fidèle, on va dire pour aller vite, ce sont des ouvriers stables proches de la retraite qui gardent en souvenir finalement les acquis socialistes des années 80 et qui restent fidèles à leur vote. C'est des retraités de la fonction publique, hospitalière ou d'État ou de collectivités territoriales. C'est des gens finalement qui ont du Parti socialiste une image qui s'est forgée à une époque très différente de celle d'aujourd'hui, et qui malgré tout considère que ce parti a pu représenter à un moment. Donc, vous savez qu'en général, quand on se forge des opinions politiques, on se les forge dans la jeunesse ou dans la première partie de sa vie. Ensuite, il est rare qu'on change d'orientation politique, qu'on bascule. C'est-à-dire, donc, je pense que ce qui fait aujourd'hui que le Parti socialiste tient probablement encore un peu ce socle, en tout cas, aujourd'hui, ça peut évidemment changer, c'est qu'il y a encore cette fidélité. Il y a une étude très intéressante de Florent Gogou sur l'électorat ouvrier, par exemple, qui montre très clairement que le décrochage, il se fait chez les ouvriers de moins de 40 ans, et qu'au-delà, on a encore effectivement un attachement à la gauche, bien sûr, mais aussi au PS, à raison, disons, des acquis sociaux, la 5e semaine de congés payés, les 35 heures, l'augmentation des minima sociaux. Ça reste malgré tout un patrimoine, mais qui ne se transmet pas aux générations plus récentes, qui, elles,
ont d'autres expériences politiques et qui ont devant, en tout cas pour les plus jeunes, parce que là le décrochage chez les plus jeunes est très très fort, l'expérience politique d'un gouvernement qui, on peut en discuter, mais enfin en tout cas n'a pas fait ce qu'il avait, en tout cas le président n'a pas fait ce qu'il avait s'était engagé à faire sur tout un certain nombre de points. Alors il y a quelque chose d'assez intéressant, le PS au pouvoir a appliqué une ligne, en tout cas a pris un certain nombre de décisions dans le domaine économique qui n'avaient pas été annoncées pendant la campagne et qui n'étaient, on peut dire, n'étaient pas dans la ligne, on va dire, de ce qui avait été annoncé dans la campagne. En tout cas, la campagne menée par François Hollande, peut-être pas ce que François Hollande pensait lui-même, mais c'était ces deux questions différentes. Donc une politique plutôt orthodoxe, certains diront social-libérale. Et ce qui est assez intéressant dans les chiffres que vous avez emmenés, c'est que finalement, cette politique dont François Hollande ne dit pas qu'elle est social-démocrate, mais social-libérale, mais social-démocrate, elle n'est pas du tout majoritaire dans l'opinion. Or, ce qu'on a, c'est qu'on a sur le même créneau, avec des nuances et des différences, trois personnalités là, qui aspirent soit à rester président, soit à le devenir, c'est-à-dire le Premier ministre actuel, Manuel Valls, François Hollande et même Emmanuel Macron, dont on a eu un représentant tout à l'heure. Donc, on a une espèce de bataille pour un tout petit espace politique. C'est assez intéressant, ça. Si on devait résumer ce qu'était le calcul du président de la République et de son entourage lorsque, à partir de septembre-octobre 2012, il se lance dans cette politique de l'offre qui va avoir le mot compétitivité comme maître mot et l'objectif de réduire le coût du travail, l'idée c'est que ça va certes amener un transfert de charges des entreprises vers les ménages, que ça va avoir des effets dans un premier temps récessifs et probablement que ça va augmenter le chômage, mais que à la fin du quinquennat, le président et le gouvernement en tireront les bénéfices par une relance économique. Donc, c'était ça un petit peu le calcul, c'est au fond de dire toute la théorie de Hollande. Bon. Alors, le problème, c'est que les résultats ne sont pas là et que fondamentalement, on se rend compte, les enquêtes, que cette croyance partagée par les élites du pouvoir que la voie du salut de l'économie et de la société française passe par une libération en quelque sorte des entreprises et de l'entrepreneuriat, non seulement elle était très peu partagée par l'électorat de gauche, mais elle reste très très peu partagée, et que quand bien même pourrait-on aujourd'hui se targuer de quelques résultats, il y a un très grand scepticisme par rapport à ça. Alors il y a deux interprétations. On peut dire que le gouvernement aurait dû mieux expliquer et mieux convaincre, mais ce qu'on regarde aujourd'hui dans les enquêtes, c'est justement donc effectivement le tableau qui est issu d'une enquête là aussi du Cevipof. Le Cevipof a demandé donc à plusieurs milliers de personnes de se prononcer sur trois questions. Est-ce qu'il faut faire davantage confiance aux entreprises et leur donner plus de liberté? Est-ce qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires? Et est-ce qu'il faut donner davantage de liberté de licenciement aux entreprises? Ces trois questions, est-ce que vous êtes... Et donc, les réponses à ces questions ont permis de classer les gens plus ou moins sur une échelle de social-libéralisme. Alors on peut discuter de l'indicateur, mais ça donne quand même quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les gens qui sont vraiment sur cette position social-libérale, c'est-à-dire qui répondent favorablement à au moins deux de ces questions, on pense qu'il y ait moins de fonctionnaires, qu'il faut libérer les entreprises, il faut baisser les charges, ils sont que 6,1% des électeurs qui votent à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il y a plus de sociolibéraux de ça, mais des sociolibéraux qui ont voté pour François Hollande ou qui se positionnent à gauche ou qui se disent près du PS, ils sont 6,1%, alors que ceux qui ne se reconnaissent pas dans ces positions-là sont 26,6%. C'est-à-dire qu'on se rend compte, et là-dedans, vous avez aussi bien des gens qui peuvent voter pour les Verts ou pour Mélenchon ou pour le Parti socialiste. La majorité des gens qui se disent proches ou qui votent pour le PS sont plutôt, on pourrait dire, sceptiques par rapport à ces mesures-là. Donc, quelque part, c'est pas très étonnant, effectivement, que même si l'illusion de penser qu'il suffirait que ça ait éventuellement des résultats et qu'on dise « regardez, ça a marché », de toute façon, n'aurait pas convaincu l'électorat de gauche qui, fondamentalement, effectivement, reste quand même sceptique sur le fait qu'il suffit effectivement de baisser massivement le coût du travail et de diminuer l'intervention publique pour que
par magie, l'économie française repart. Et je pense que ça, c'est un des enjeux de la campagne à venir. Puis ça montre aussi probablement qu'on fait beaucoup de cas de la candidature éventuelle d'Emmanuel Macron et de sa cote de popularité dans des enquêtes d'opinion, mais que le socle électoral, disons, qui correspond aux idées qu'il essaye d'incarner, est en fait très faible. Donc ça, c'est quand même aussi un... Sauf s'il le cherche à droite ou au centre-droit, ce qui est aussi Sauf, une possibilité. effectivement, à rallier, mais on se rend compte quand même que cet électorat de gauche social-libérale, il reste quand même démarqué fortement de la droite sur toutes les questions effectivement de valeurs culturelles. C'est un électorat qui est libéral, je dirais, à tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi en matière de mœurs, en matière... D'où effectivement le côté un peu inexplicable, à mes yeux en tout cas, par rapport à ça, de la stratégie de Macron à aller, par exemple, à la fête de Jeanne d'Arc ou aller rencontrer Philippe de Villiers, ce qui est quand même quelque part effectivement très étrange comme stratégie politique, mais bon, il faudrait lui demander ce qu'il cherche en faisant ça. Merci beaucoup Frédéric Savicki. Je vous en prie.